Salut! Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre sujet, un sujet un peu annexe, mais qui peut intéresser les gens qui ont un système qui intègre de la vidéo. Nous allons parler de colorimétrie et de tous les aspects qui sont liés à la science de la couleur que l'on peut rencontrer lorsqu'on travaille un petit peu, ne serait-ce que dans l'art graphique en général, dans l'impression, lorsqu'on cherche un écran, un moniteur et qu'on regarde des bancs d'essai, quand on regarde des bancs d'essai de vidéoprojecteurs, etc. C'est un sujet que l'on doit aborder si on veut réellement régler un système vidéo, si on veut avoir quelque chose qui soit cohérent de la source jusqu'à l'écran. Et donc, cet épisode sera dédié à la colorimétrie. Alors, je vais présenter quelques bases sur ce domaine, qui est un domaine extrêmement large. Et donc, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair à ce sujet. Donc, parlons un peu de colorimétrie, de sciences de la couleur en général et de gestion de la couleur en particulier adaptée à tout ce qui est vidéoprojecteur, écran et autres. Ça peut être étendu à toutes sortes de sujets. Je vais quand même simplifier énormément parce que la colorimétrie couvre énormément de sujets et c'est un sujet extrêmement vaste et je pourrais jamais faire tenir sur une vidéo tout le contenu. Donc je vais simplifier et essayer de me concentrer sur l'essentiel qui permet de comprendre après des concepts un peu plus avancés. Mais bon, il y a quand même des fondamentaux qu'il faut absolument comprendre quand on veut aborder la colorimétrie en général. La première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'une couleur, c'est quelque chose qui n'existe pas en tant que tel. Une couleur, c'est une fabrication intellectuelle, c'est une fabrication dans la tête. C'est une fabrication qui est issue d'une seule et unique chose, c'est disons un apport d'énergie dans une zone de fréquence bien particulière qui est ce qu'on appelle le domaine du visible. Alors, j'ai indiqué ici, en longueur d'onde, le visible, ça se situe dans une zone assez étroite de fréquence ou de longueur d'onde, en gros, alors là c'est très approximatif, de 360 à 830. Les normes donnent ces valeurs-là, mais bon, c'est 380 à 800, enfin bon, ça donne un ordre de grandeur. Les longueurs d'onde courtes, le bleu est de l'ordre de 360, en dessous on est dans les UV, au-dessus on est dans l'infrarouge. Et une couleur est en fait une fabrication de la machinerie visuelle lorsque de l'énergie qui se situe dans cette plage de longueur d'onde frappe le système visuel. Comme un voltmètre va afficher une grandeur en volts, par exemple, avec des chiffres, la machinerie visuelle fabrique une représentation de ça sous forme de couleur perçue. Mais c'est une fabrication finale. La couleur, ce n'est que ça. D'un autre côté, bon, l'œil est, bon, c'est assez connu. L'œil, bon, c'est constitué d'un certain nombre de capteurs mis sur une surface qui est la rétine. Ces capteurs sont de deux sortes. On a les bâtonnets qui servent essentiellement à la vision au niveau de la luminosité. C'est celle qui reste lorsqu'on est en très faible éclairage, c'est-à-dire la vision nocturne. Et on a tout ce qui est cône, qui est normalement de trois types, qui sert à discriminer les couleurs. Et ces quatre types de récepteurs fonctionnent de concert pour donner la vision en général. Faut bien voir que c'est le tout qui fonctionne. Hein. Il n'y a pas les cônes d'un côté, les bâtonnets de l'autre, ce sont deux choses séparées. Il y en a un qui marche le jour, l'autre qui marche la nuit. C'est pas du tout ça. Le tout fonctionne, le tout est câblé d'une certaine manière dans la rétine et le tout forme un système qui a certaines propriétés. Donc, pour définir une couleur telle qu'elle est visualisée et inventée, on va dire, par le système, on doit partir d'une chose fondamentale qui est la notion d'une source lumineuse. Il faut une source d'énergie. C'est ce qu'on appelle l'illuminant. La notion d'illuminant est une notion, on va dire, mais vraiment, vraiment fondamentale dans la colorimétrie. C'est elle qui est la base de tout. Ensuite, à partir de l'illuminant, il y a soit un objet qui va réfléchir la lumière de cet illuminant, soit la lumière de l'illuminant va passer au travers, ce qui est dans ce cas-là une fonction de transmission, de transmittance, comme un verre coloré par exemple, ou même l'illuminant lui-même est la source de la couleur. On n'est pas obligé d'avoir un objet pour avoir une visualisation de la couleur, mais si on veut voir la couleur d'un objet, il nous faut forcément un illuminant et un objet qui a certaines caractéristiques.
C'est la deuxième étape dans la fabrication de la couleur dans les systèmes visuels. La deuxième étape, c'est l'objet, s'il existe, comment il va modifier l'énergie apportée par l'illuminant et va renvoyer cette énergie modifiée au système visuel. Alors, ça peut être soit par réflexion, et la caractéristique de l'objet au niveau de sa réflexion, c'est ce qu'on appelle une réflectance. C'est donné sous la forme d'un pourcentage. La réflectance est donnée, je peux le représenter ici, sous la forme d'un pourcentage. C'est, par exemple, ici, l'objet va paraître rouge parce qu'il réfléchit beaucoup plus de rouge que de bleu. C'est une fonction de réflexion. Il existe aussi une notion de transmission, dans le cas par exemple d'un vert coloré. On a une courbe tout à fait analogue, mais sauf que c'est par passage au travers. Dans ce cas-là, on est en fonction d'une transparence, d'une transmittance. Mais ce sont des courbes qui définissent les propriétés de l'objet lorsqu'il est frappé par cette zone énergétique à ces fréquences données. Ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape pour définir une couleur, c'est en fait une description du système visuel en général. Ça comprend le fait que les cônes aient des caractéristiques particulières, chacun étant sensible à une plage particulière de longueur d'onde, et doit inclure aussi la manière dont ces cellules sont câblées entre elles et réagissent pour former le système visuel. Donc, pour décrire ça, il existe un certain nombre de courbes qui ressemblent aussi à des réflectances, enfin, qui sont définies comme des courbes graduées en longueur d'onde et qui décrivent le système visuel dans son comportement. Comme on a trois cônes, d'une manière logique, mais ce n'était pas forcément évident, on a trois courbes qui définissent chaque zone de perception du système visuel et définissent certaines caractéristiques. Ces trois courbes sont ce qu'on appelle, définissent un observateur. C'est ce qui définit le système visuel, et à partir de l'illuminant, d'une réflectance, une transmittance éventuelle d'un objet et des courbes de l'observateur, on définit une couleur à partir de trois coordonnées, une par courbe issue par courbe de l'observateur, et ces trois coordonnées sont un calcul mathématique qui permet de décrire la manière dont sera perçue une couleur d'une manière indépendante de tout, c'est d'une manière purement physique. Alors, je vais revenir sur chaque étape. Donc, comme j'ai dit, la perception d'une couleur passe par trois étapes. La première, qui est fondamentale, c'est l'illuminant, c'est-à-dire la source de lumière. C'est l'énergie qui va être envoyée et c'est elle qui sera interprétée à la fin, ou tout du moins une partie de cette énergie. L'illuminant, c'est, on va dire, la couleur la plus lumineuse et la plus blanche, on va dire, disponible pour un illuminant donné. On ne peut pas obtenir plus blanc que la source de lumière. En colorimétrie, cette notion de blanc est un peu tordue parce qu'elle ne décide pas du fait que ce soit plus blanc en tant que couleur, mais c'est la couleur de l'illuminant. La notion de blanc en colorimétrie, c'est la couleur de l'illuminant. C'est la couleur qu'aurait un objet qui serait parfaite, qui aurait une réflectance de 100% sur toutes les longueurs d'onde, c'est-à-dire qui reproduit exactement l'énergie de la source lumineuse. Cette notion de blanc est absolument liée à la notion de l'illuminant. C'est la couleur de l'illuminant. En colorimétrie, il existe un certain nombre d'illuminants prédéfinis qui sont des illuminants normalisés. À quelques exceptions près, ce sont des illuminants théoriques. Ce ne sont pas des illuminants réels et il est très difficile d'essayer de les fabriquer dans la réalité. C'est étonnant, mais c'est le problème de la normalisation. Ce sont en général des illuminants qui sont basés sur des moyennes. Alors, on rencontre souvent ces illuminants, même si on ne s'en rend pas toujours compte. On rencontre par exemple des termes comme D50, D65, qui sont des noms d'illuminants. Ces illuminants-là sont définis par des normes. Ce sont des illuminants qui ont une courbe spectrale, on va dire comme ça, définie dans les normes entre 360 et 830 pour les plus précis,
ou les plus larges, c'est une courbe énergétique qui est définie en longueur d'onde et normalisée. Ce sont des lampes de référence. Il est très important, lorsqu'on parle de colorimétrie et quand on parle d'une couleur en général, de dire sous quel illuminant on a regardé l'objet qui va nous donner une telle couleur. C'est pour ça que la notion d'illuminant est automatiquement liée à la définition de la couleur. Toujours. À partir du moment où on change d'illuminant, on change de définition de la couleur. Okay? Donc, il existe un certain nombre d'illuminants prédéfinis. Alors, les plus connus sont de ce style-là. D'autres, de F1, F12, sont des illuminants fluorescents qui sont, pour certains, assez proches de tubes fluorescents conventionnels. Les plus connus, c'est F12, qui sont des tubes fluorescents cool white habituels. Et en fait, ils sont dans trois catégories selon si on a des pics à bande étroite, à bande large ou des tubes fluorescents avec tel ou tel type de phosphore. Et il existe aussi des illuminants de base définis par une lettre. Le A, c'est le filament tungstène à une température de tête de 2700 ou 2800 degrés Kelvin, quelque chose comme ça. B et C sont des illuminants issus de A avec un filtre pour se rapprocher de la lumière du jour. L'illuminant E est l'illuminant qui est blanc partout, qui a une émission qui est plate, quelle que soit la longueur d'onde. C'est un illuminant théorique, on ne sait pas les fabriquer facilement. Ce sont des illuminants que l'on calcule d'une manière purement mathématique, qui sont issus d'une analyse de la lumière solaire, la lumière du jour à différentes périodes de la journée et selon la température, que je vais expliquer après, cette notion de température, cela correspond à la lumière du jour, plutôt le midi, plutôt le soir, etc. La notion de température est liée à la notion de blancheur, plus ou moins bleu, plus ou moins rouge de l'illuminant lui-même. C'est une notion qui a un rapport avec la couleur qui en ressort. Lorsqu'on regarde l'illuminant, il a une tendance bleue, il a une tendance, on va dire, jaune. Et cette tendance-là est décrite ici par ce 50-65. C'est une notion de température. Alors, cette notion de température, on la retrouve partout. Elle est extrêmement importante parce qu'il y a énormément de confusion sur cette notion. Cette température, c'est en fait une analogie avec un corps physique hypothétique qui est ce qu'on appelle le corps noir. Le corps noir, c'est un corps théorique qui, lorsqu'il est frappé par une énergie quelconque, il va l'absorber intégralement. Et en absorbant de l'énergie, ce corps va chauffer. Et lorsqu'il est mené à une température donnée, ce corps noir va émettre un rayonnement qui, à partir d'une certaine température, va tomber dans le domaine du visible. Et là, on va se retrouver à une température donnée à une courbe spectrale d'un illuminant. Il va émettre dans la plage de fréquence qui nous intéresse, on va dire 780, 380 et on va dire 750, quelque chose comme ça. Il va commencer à émettre là-dedans. Au début, il va être rougeâtre. On va se retrouver avec quelque chose comme ça. C'est quand on chauffe quelque chose, il commence à être visible, il commence à être visible rouge. Le corps noir se comporte d'une certaine manière, mais dans la réalité, les objets chauffés se comportent d'une manière assez similaire au corps noir. Et donc c'est une approximation qui est assez valide. Lorsqu'on chauffe le corps noir à une certaine température, on va se retrouver à commencer à l'apercevoir dans les rouges, et il aura, disons, une courbe d'émission de ce genre-là. Après, il va commencer à chauffer de plus en plus. Et plus on va le chauffer, plus il va devenir bleu et émettre une lumière de plus en plus blanche et de plus en plus bleue. Jusqu'à, si on tombe à une température infinie, on va se retrouver avec quelque chose qui va partir de plus en plus vers les longueurs d'onde courtes. Et cette émission est liée qu'à un seul paramètre, la température. Et cet illuminant-là, en fonction de la température, va pouvoir être défini sous la forme d'une couleur. Je prends l'illuminant, je le passe par les trois courbes de l'observateur, par un calcul mathématique, je vais obtenir trois valeurs.
Et ces trois valeurs vont définir la couleur de l'illuminant. Le blanc, ce qu'on appelle le blanc, mais il n'est pas forcément blanc. Cet illuminant-là, qui est à une faible température, sera quelque chose qui sera jaunâtre, voire rougeâtre. Et c'est le blanc, en fait, c'est la couleur la plus blanche qu'on puisse obtenir, c'est celle de l'illuminant. Cette notion de température définit une couleur de l'illuminant en soi. Et il faut bien voir que lorsqu'on parle de D50, par exemple, c'est un illuminant qui, visuellement, si on a un écran, par exemple, qui fournit un illuminant type D50, visuellement, il a la même couleur qu'un corps chauffé ici à 5003 Kelvin. 5000 Kelvin, quoi. Le D65, qui est plus bleu, la couleur D65, ou un écran, quand on le définit à 6500 Kelvin, a un blanc qui a la même couleur que le corps noir porté à 6500 Kelvin. En fait, 6504. Pas chipoter. Cette notion de couleur, de température de couleur, indique la couleur du blanc en général, de l'illuminant. Quand il s'agit d'un écran, l'illuminant, c'est le blanc de l'écran. Un écran LCD, c'est quelque chose qui va opacifier plus ou moins une lampe qu'il y a derrière. Et cette lampe est l'illuminant dans le cas d'un écran. Dans un vidéoprojecteur, c'est la lampe d'émission qui est l'illuminant. Et si elle a une tendance à être à telle température et à dire, par exemple, que tel vidéoprojecteur a une lampe qui émet dans une couleur de 6500 Kelvin, ça veut dire que la couleur de la lampe, quand on la regarde, est la même que la couleur du corps noir chauffé à 6500 Kelvin. Donc cette température définit complètement une couleur. Alors, il ne définit que la couleur, il ne définit pas le spectre. Alors, je vais dire pourquoi après. On va revenir sur, d'abord, comment on calcule une couleur sous la forme de trois composantes. Comme je l'ai dit, on part d'un illuminant, qui est la source de lumière. Ensuite, on a une deuxième étape qui est optionnelle, c'est un objet que l'on regarde. Elle est optionnelle parce qu'on peut très bien regarder l'illuminant. L'illuminant peut être simplement une lumière colorée. Donc on regarde un objet. On regarde l'objet qui est la lampe elle-même. Bon, on a un objet qui va absorber et réfléchir une partie de l'énergie de l'illuminant. Et on a, troisièmement, l'observateur. L'observateur qui est un lot de courbes qui décrit la machinerie visuelle. Alors, l'observateur, comme on a une vision trichromatique, est constitué de trois courbes. Alors, ces trois courbes, que je vais noter ici en longueur d'onde, on va commencer, on va faire en gros 380 à 750, bon c'est approximatif. Cet observateur est constitué de trois courbes. On en a une ici, on en a une par ici, et on en a une troisième ici. Celle-là que l'on nomme X bar, Y bar et Z bar. Bon, les hauteurs, bon, c'est juste la forme. Trois courbes. On serait tenté de dire c'est le rouge, le vert et le bleu. Mais il faut bien comprendre, et c'est une chose que je lis souvent et qui est faux, ces courbes-là ne représentent pas la courbe de réponse des cônes. Elles représentent on va dire la courbe de réponse du système dans sa globalité. Elle inclut les courbes de réponse des cônes, elle inclut aussi une influence des bâtonnets, et elle inclut aussi la manière dont sont câblées les cellules entre elles, parce que les cellules sont câblées selon un réseau neuronal particulier qui a certaines caractéristiques particulières. Il ne faut pas prendre ça texto comme des courbes de réponse des trois cônes. Le cône en rouge ici ne perçoit pas de couleur bleue. Ça, c'est issu d'un autre phénomène qui est dû aux caractéristiques de la vision. Donc ça, on peut le prendre un peu comme effectivement une sensibilité triple de l'œil dans les trois zones de fréquence, mais ça inclut aussi d'autres choses, comme cette bosse-là qui est issue d'autres choses. Ça n'a rien à voir avec une perception du bleu par les cônes rouges. Les cônes rouges ne perçoivent pas de bleu. Okay, c'est très important. L'observateur n'inclut pas que les cônes, ils incluent la machinerie.
Et ils ont été créés de cette manière. Hein. Ce n'est pas une analyse des cellules, c'est une analyse du comportement final sur des observateurs. Ça, c'est issu d'expérimentations réelles sur des gens. Okay. Alors, un observateur est défini par 3 courbes. Il existe 2 observateurs normalisés. Ils viennent tout simplement ils se différencient simplement de la manière dont ces courbes ont été relevées. Les 2 observateurs les plus courants, c'est l'observateur, les plus courants, c'est ceux qui sont utilisés, le 2 degrés et le 10 degrés. Ça, c'est ce degré, ça veut dire que quand ces courbes ont été évaluées, elles ont été évaluées sur une expérimentation sur des couleurs à une distance telle que l'ouverture de l'évaluation de ronds colorés, si on évaluait des ronds colorés d'une certaine taille, l'ouverture est différente selon les 2 sets de courbes pour évaluer les observateurs. Parce que la vision colorée est essentiellement au centre de l'œil. Plus on s'éloigne, moins il y a de cônes. Donc le fait d'évaluer sur une distance, sur un angle de 2 degrés ou de 10 degrés, fait qu'on absorbe une surface moins colorée sur le pourtour. Et donc on a une différence de perception de la couleur. Donc ça a été fait en 1931, ça a été fait en 1964, c'est beaucoup plus récent. Et c'est un peu plus réaliste, parce que c'est quand même assez artificiel, c'est quand même de l'évaluation sur des pastilles, telle sorte que l'angle de vision soit de 2 degrés. C'est pas très naturel. 10 degrés, c'est un petit peu plus naturel. Globalement, ça ne change pas la forme des courbes, elles sont légèrement différentes. Mais ces observateurs-là définissent la machinerie visuelle. Donc, pour conclure le tout, l'illuminant plus éventuellement, je vais appeler ça une réflectance au sens large. Ça peut être une transmittance, c'est pas transmission, mais je vais appeler réflectance, disons les caractéristiques d'un objet. Plus l'observateur va fournir via un calcul mathématique particulier qui est défini un triplet de valeurs x, y et z qui définissent complètement la couleur de l'ensemble de ça vu par l'observateur. Voilà. X, Y, Z, c'est un triplet parce qu'on a une vision trichromatique. Et c'est issu de ces 3 étapes. La lumière, l'objet et la machinerie visuelle. Et ça définit des valeurs X, Y, Z. C'est un objet purement mathématique à la fin. Il a certaines propriétés voulues. Mais la base de ces valeurs-là sont issues de données expérimentales. Ce ne sont pas des valeurs théoriques qui viennent de nulle part. Il y a tout un lot de données expérimentales qui ont servi à construire ces espaces. Et une couleur définie en X, Y, Z définit le résultat par la machinerie visuelle de la perception d'une langue donnée sur un objet ayant des caractéristiques données. Et on a un triplet dit X, Y, Z. Alors cet espace X, Y, Z, on le rencontre très souvent. En colorimétrie, on en entend très souvent parler. C'est un calcul qui est issu de données spectrales, de données de réflectance et d'observateurs. Mais il y a plusieurs choses qu'il faut vraiment préciser qui sont extrêmement importantes. La première chose, c'est qu'il y a une perte d'information quand on passe de spectre vers X, Y, Z. Le spectre, c'est une plage de valeurs continues sur une plage de fréquences. À la limite, il y a une infinité de valeurs. Et on passe à 3 valeurs. Donc on a forcément une perte d'information quand on passe de là à là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des spectres différents peuvent fournir la même valeur X, Y, Z. C'est-à-dire que pour un illuminant donné, c'est un cas par exemple, plus un objet 1 ou un objet 2, plus l'observateur identique, peut fournir la même valeur X, Y, Z. Exactement la même. Il y a une infinité de spectres, par exemple d'un objet,
qui fournissent la même valeur x, y, z. C'est aussi valable pour un objet et plusieurs illuminants, vu que de toute façon, ça c'est calculé à partir de la multiplication de ces trois courbes-là, et à la fin une intégration. C'est la composition de ces trois choses qui sont trois, on va dire, réflectances, même si ce n'est pas exactement ça, mais ces trois plages de valeurs qui sont multipliées entre elles dans le domaine fréquentiel, comme des courbes de réponse de haut-parleurs, c'est exactement la même chose. Et ce produit-là est intégré. Donc, il existe une infinité de combinaisons de ça qui fournissent la même valeur x, y, z. Alors, pour limiter un peu cette perte d'information, le x, y, z ici, il ne peut jamais être cité seul comme ça. Il est indispensable, et ça c'est le point numéro 2, x, y, z est toujours défini avec un illuminant et un observateur. Quand on parle d'une valeur x, y, z, on dit toujours un x, y, z dès 52 degrés. Si on ne donne pas ça, x, y, z ne veut strictement rien dire. Le fait de donner ça, on a enlevé 2 indéfinitions sur les 3. Ce qui nous reste ici, c'est juste le spectre de l'objet. Et si on a les mêmes valeurs x, y, z pour 2 objets différents sous la forme des 52 degrés, on se retrouve avec simplement 2 objets qui ont, sous cet illuminant et sous cet observateur-là, les mêmes valeurs x, y, z, et ces 2 objets seront vus d'une manière identique. Okay? Donc ça, c'est le résultat final de la machinerie visuelle. Donc x, y, z est toujours défini avec un illuminant et un observateur. Et si on ne donne pas ces données-là, la valeur x, y, z n'a strictement aucun sens. Troisième propriété, le point blanc, c'est égal à la couleur, c'est-à-dire le x, y, z de l'illuminant. Le point blanc, c'est les valeurs, la valeur de la couleur du point blanc, ce sont les valeurs x, y, z de l'illuminant. Comme si l'objet qui est entre les deux était une réflectance de 100% partout. Même si l'illuminant il est verdâtre comme certains fluos ou rougeâtres comme du tungstène incandescent, c'est le point blanc. C'est un abus de langage. Il n'y a pas de notion de blanc. Il n'y a qu'un illuminant blanc, c'est l'illuminant E avec du 100% d'émission identique, enfin pas 100%, une émission identique à toutes les longueurs d'onde. Il n'y a pas de notion de 100% d'émission au niveau d'un illuminant. C'est une énergie en fait par longueur d'onde. Ça c'est très important. Et il y a une propriété de ça, c'est que le Y illuminant est par définition égal à 100. Il est calculé de telle sorte que le Y, le grand Y de l'illuminant vaut toujours 100. C'est une définition. C'est calculé comme ça. Et les autres sont calculés en fonction d'eux. Les valeurs X et Z sont de l'ordre de 100 pour un illuminant, mais c'est justement ces valeurs X, Y, les valeurs X et Z du tout qui donnent la tendance de la couleur de l'illuminant. C'est ce qui permet de voir que l'illuminant en lui-même n'est pas spécialement blanc. Ok, donc ça, ce sont quelques propriétés fondamentales. Je pourrais parler des heures rien que de là-dessus, mais bon, c'est la base de travail de ces systèmes de coordonnées qui, chose très importante, sont des systèmes de coordonnées physiques. Ils ne dépendent de rien d'autre que de la lampe, de l'objet et de la vision. Contrairement à d'autres choses qu'on va voir après, qui dépendent, eux, d'un périphérique. Donc, on a eu l'espace X, Y, Z, qui est en fait défini par un illuminant, un observateur, et c'est un espace défini par la CIE. La CIE est un organisme mondial qui est français, c'est la Commission internationale de l'éclairage. C'est elle qui définit toutes les normes colorimétriques, c'est elle qui donne les tables des observateurs, les tables des illuminants, qui sont des tables numériques qu'on utilise, et c'est elle qui définit toutes ces normes, qui a défini la manière de calculer cet espace, etc. Alors, ce sont des espaces tridimensionnels, c'est pas toujours très pratique à utiliser. Et à partir de ça, on a créé un autre système de coordonnées qu'on nomme petit x, petit y et petit z.
qui est égal à grand X sur X plus Y plus Z. Ici, grand Y sur X plus Y plus Z. Et grand Z sur grand X sur grand Y plus grand Z. Voilà. On a créé ces coordonnées-là. Le piège, c'est que ça n'est pas un espace tridimensionnel. Pourquoi? Parce que j'ai noté petit z comme ça. Tout simplement parce que petit z, c'est 1 moins x moins y. Donc z est calculable à partir des deux autres. Ceci est un espace bidimensionnel. Mathématiquement, c'est une projection. C'est une projection de cet espace-là sur un plan particulier. Et mathématiquement, c'est utilisé parce que ça a certaines propriétés géométriques. Alors, ce petit x, petit y, petit z n'est pas utilisé tel quel. En fait, comme là, il n'y a qu'un plan, on utilise un mix des deux, qui est petit x, petit y et grand y, qui permet de retomber sur un espace à 3 dimensions. Ça contient en fait la projection de cet espace 3D. C'est une patate, hein. Ce truc-là est une patate dans l'espace des couleurs, une patate qui est dans le côté positif. Et x et y correspondent à la projection des points de cette patate à une valeur y donnée. C'est-à-dire que cette patate, alors c'est difficile à dessiner, mais l'espace xy, xyz ressemble un peu à ça, on va dire. Le point blanc est ici, il est au-dessus. Alors ici c'est pas tout à fait, c'est pas horizontal, hein, ça monte comme ça. Et vu du dessus, c'est une espèce de truc comme ça. C'est une espèce de cacahuète vu du dessus. Bon. Ces coordonnées x, y, z, en fait, correspondent à, comme ici, c'est divisé par la somme des trois. En fait, ici, il y a un plan qui passe par 1, 1, et ici, on est y, alors ça peut être x ou z, qu'importe, il y a l'autre qui est ici. Il y a un plan ici, qui est un plan à 45 degrés qui coupe le truc. Et en fait, lorsqu'on prend une valeur de y donnée, ici, donc on coupe cet espace, on a une tranche de l'espace, et cette tranche est projetée sur ce plan-là. Et on a, sur le plan xy, la projection de cette tranche dessus. Et ces projections multiples, quand on monte en y, fournissent des courbes sur ce plan-là. Et ce plan-là, on le représente d'une manière habituelle, c'est ce qu'on rencontre tout le temps. Ce plan-là, le plan de projection, on le représente comme ça. Et on retrouve cette fameuse courbe qui est, alors ici c'est droit, il y a un angle. C'est le fameux diagramme de chromaticité qui est en petit x, en petit y. Ici on le représente, alors attention, ici il y a un piège. Ça c'est grand y égale 0, mais je le mets entre guillemets parce qu'il y a une singularité à cet endroit. Mais bon, on subsait y égale 0, on va dire comme ça. On le représente avec un point qui est le blanc, et le blanc, ben, c'est la projection dans l'espace, toujours si je leur dessine x, y, c'est un truc comme ça, il passe par 0. Ce point-là, ben en fait, quand on est à l'illuminant, il y a juste un point au bout et il est projeté dessus. C'est le point du blanc. Le noir, ce y à 0, il n'y a pas de point noir sur ce truc-là. C'est là, il y a une singularité dans le calcul, c'est qu'il n'y a pas de noir dans cet espace. Le noir, en fait, c'est cette surface. Le noir, c'est un point ici. C'est un point dans l'espace. C'est juste un point. Donc ce point-là, il ne peut pas être projeté là-dessus parce qu'on peut pas... On n'a pas de direction de projection, il n'y a qu'un seul point, et c'est le problème. Donc, à part cette singularité particulière, on peut, ici, donner des courbes en montant en y jusqu'à obtenir le point blanc. C'est en fait, quand je prends un y donné, je prends tous les points de là et je passe par l'origine. Et en fait, ce n'est pas une projection orthogonale sur le plan, c'est une projection en passant par l'origine. Hein, donc on est là. C'est pour ça que quand on est à l'origine ici, on est obligé d'avoir un point sur le truc, sur la coupe et un point à l'origine pour savoir où est-ce qu'on intersecte ce plan-là.
mais quand on est à l'origine, on n'a qu'un seul point, on n'a pas de direction de projection. C'est pour ça qu'il y a une singularité, c'est pour ça qu'il n'y a pas de noir dans ce dessin-là, ce qui est une curiosité. Mais bon. Donc, ce qu'on représente comme diagramme de chromaticité, c'est un espace faussement en 2D, mais c'est un vrai espace 3D, mais il est toujours représenté vu du dessus. C'est un truc plutôt compliqué, c'est une projection machin et tout, vous vous demandez pourquoi. En fait, c'est fait parce que ça altère certaines propriétés géométriques. Donc, on a passé de cet espace-là à cet espace-là, qui est un espace fait pour faire quelques manipulations particulières. Cet espace-là, ainsi que celui-là, ont un gros problème. Je reprends le diagramme de chromaticité ici. Hop. Un gars, Macadam, a tenté de voir un peu, en prenant quelques couleurs sur ce diagramme-là, ici, là, a essayé de voir à partir de quand on arrive à différencier cette couleur de celle d'à côté. C'est-à-dire, quelle est la zone où on considère que la couleur est à peu près la même, on ne peut pas différencier d'écart. Et il a défini des zones qui sont des ellipses, on appelle les ellipses de Macadam. Alors elles sont orientées plus ou moins dans un sens ou dans l'autre. Cette couleur ne peut pas être différenciée des autres couleurs qui sont dans ces ellipses. Ce sont des zones de différenciation. On commence à différencier à partir du moment où on sort de l'ellipse. Et le problème de cet espace-là, c'est que les ellipses sont déjà orientées d'une manière différente selon l'emplacement, et en plus ont des tailles très différentes. Dans le vert, elles sont beaucoup plus grandes que dans le bleu ou dans le rouge. Ça veut dire que cet espace est non uniforme. La perception des couleurs n'est pas uniforme ici. Et la différenciation varie en fonction de l'emplacement où on est. Et ça, c'est un gros problème. Parce qu'on ne peut pas donner ici des métriques qui diraient que deux couleurs sont plus ou moins éloignées. On pourrait dire, par exemple, les distances, parce que c'est un espace, il faut bien voir que c'est un espace qui est comme ça. Je prends deux couleurs, elles sont distantes de temps. Je ne peux pas dire, je ne peux pas savoir vraiment ce que ça représente. Parce que si elles sont distantes de temps ici et distantes de temps au niveau du vert ça ne se verra pas, mais au niveau du bleu, ou pire, tout ce qui est grisâtre et beige, ça se verra tout de suite. Et donc, cette non-uniformité de l'espace est un gros problème pour trouver des métriques qui permettent de savoir si des couleurs sont différentes entre elles ou pas. Ou donner des tolérances d'acceptabilité entre deux couleurs pour dire elles sont pareilles ou pas. Et ce problème a été étudié très longuement, ça a pris beaucoup de temps, et des transformations géométriques issues de cet espace-là ont fourni des espaces qui, même s'ils ne sont pas parfaits, sont beaucoup plus uniformes que ces espaces ici. Que ce soit celui-là ou celui-là, ils sont de toute façon pas uniformes ni l'un ni l'autre. Alors, l'espace le plus connu, c'est le LAB. La vraie dénomination, c'est CIE, L, A étoile, B étoile. Ça, c'est la dénomination complète. J'utilise LAB pour simplifier. L'espace LAB a été créé pour ça. Il est hautement non linéaire, mais il est beaucoup mieux réparti au niveau des couleurs, au niveau des différenciations des couleurs. Il est beaucoup plus uniforme. Il en existe d'autres, comme le LUV, par exemple, qui est basé sur le même principe, sur la même idée. Ce sont des déformations de l'espace où on a appuyé sur le vert, on a tiré sur le rouge et le bleu pour grossir les zones qui étaient trop resserrées et rapetissir les zones qui étaient un peu trop gonflées. On le voit bien, le vert représente une grosse surface sur le diagramme de chromaticité. Donc, on a inventé ces espaces qui, je rappelle, sont toujours définis avec un illuminant et un observateur. Sont tous définis avec ce couple. Si on ne donne pas ce couple-là, l'espace n'est pas défini. On ne sait pas de quoi on parle. Alors, ces espaces-là sont, d'une manière pratique, beaucoup plus uniformes et sont beaucoup plus utilisables. Et de ces espaces-là est né le concept d'écart colorimétrique qui est ce qu'on appelle le delta E. Le delta E est une mesure d'écart entre deux couleurs. Il est utilisé en général dans le contrôle qualité pour donner des taux d'acceptabilité lorsqu'on produit des objets colorés. C'est-à-dire qu'on a une référence, on fabrique des objets, il faut que les objets, quand on les mesure au hasard, tombent dans un delta E autour de l'échantillon de référence. Delta E est une zone d'acceptabilité dans l'espace. C'est un moyen de mesurer l'écart colorimétrique entre deux couleurs.
Le delta E, à l'instar de l'AB, ce qui ne veut rien dire si on ne dit pas illuminer observateur, le delta E ne veut rien dire si on ne dit pas quel delta E c'est. Si on parle de CIE, delta E, LAB, enfin delta E, LAB on va dire, il existe des tas de delta E différents. Il y a par exemple le delta E CMC X de point Y, le delta E CIE 94 A, B, C, delta E CIE 2000 A, B, il y a plein de sortes de delta E. Delta E tout court, ça ne veut rien dire. Ce sont tous des formulations différentes. Le plus simple, c'est celui-là, c'est simplement la distance dans l'espace. C'est la racine du delta L carré plus delta A carré plus delta B carré. J'appelle delta A, c'est la différence entre chaque coordonnée. Ça, c'est le plus simple, c'est ce qui est souvent utilisé. Mais le problème, c'est que l'espace LAB, même si, dans le but d'être plus uniforme, il ne l'est pas. Et ces formules plus complexes essayent encore plus de compenser les résidus de non-uniformité de ces espaces-là. Les pires, c'est le delta E CIE 2000 qui est extrêmement compliqué. Ces chiffres ici indiquent, selon l'industrie dans laquelle on les utilise, de donner une préférence sur la manière dont on considère l'importance d'un écart sur les coordonnées. C'est-à-dire que souvent, une variabilité en L, c'est-à-dire en luminosité, est moins importante qu'une variabilité qui serait sur la teinte. C'est-à-dire qu'on privilégierait, et on va privilégier la justesse de teinte plutôt que la justesse en clair foncé, on va dire. Donc, ces chiffres-là pondèrent plus ou moins l'importance de certains paramètres. Donc, ici, selon l'industrie, on préfère privilégier la couleur ou pas, etc. Donc ce sont des entiers qui donnent des poids qu'on donne sur les différents écarts qui constituent le delta E final. Donc, d'une manière importante, le delta E doit toujours être défini sur ce qu'il est réellement. Ok, maintenant qu'on a vu tous ces espaces colorimétriques et toutes ces techniques, on va dire, universelle et basée sur vraiment des grandeurs physiques. Maintenant, on va s'intéresser au lien que peut avoir tout ce système avec les vidéoprojecteurs, les écrans, les imprimantes et tout ce qu'on veut. Le problème de tous ces périphériques qu'on utilise, c'est qu'ils utilisent à peu près tous le même style de grandeur pour être pilotés, mais il n'y en a pas un qui se comporte comme les autres. Le système le plus courant de pilotage, c'est à base de valeurs RGB. Tous les écrans fonctionnent en général à partir de valeurs RGB. Les imprimantes souvent acceptent des valeurs RGB. Un vidéoprojecteur accepte des valeurs RGB. Et d'autres supports fournissent des valeurs RGB ou des valeurs du même genre, c'est-à-dire des valeurs à partir desquelles on peut en extraire des valeurs RGB. Le problème, c'est que ces valeurs RGB sont complètement dépendantes du périphérique sur lequel on travaille. Et c'est ça la difficulté. Contrairement à tous les espaces qu'on a étudiés jusque-là, qui sont des espaces physiques indépendants de tout, lorsqu'on commence à manipuler ces grandeurs-là, on est embêté par le fait qu'elles sont complètement rattachées au périphérique. Et c'est ça qui rend les choses compliquées. Cette dépendance, elle commence déjà sur le support, par exemple, un film. Lorsqu'on a un Blu-ray, par exemple, le film est encodé dessus sous un espace, on va prendre YCRCG. Ou CB, enfin qu'importe. Ce sont des espaces qui sont analogues à du RGB. Hein, on peut calculer RGB à partir de ces valeurs-là. Elles sont utilisées simplement parce qu'elles prennent moins de place, mais ce sont des valeurs qui dépendent on va dire, un certain nombre de grandeurs qu'on retrouve toujours dans ce style d'espace. Ces notions sont d'abord constituées de ce qu'on appelle les primaires. Les primaires, ce sont les grandeurs colorées qu'on va mélanger entre elles pour obtenir toute la panoplie de couleurs que le périphérique va pouvoir fournir. Ajouté à ces primaires, il y a une notion de blanc qui est en fait le mélange des trois primaires à fond et le noir qui est l'extinction des trois primaires. Mais
Tous ces périphériques-là sont avant tout définis par les primaires. Pour un écran, les primaires, ce sont les 3 couleurs de base qui sont les couleurs des sous-pixels qui constituent un pixel. Pour une vidéo, ça va être pareil. C'est le rouge maximum qu'une vidéo peut comprendre et se comporte exactement comme une primaire. Et par exemple, un Blu-ray n'est autre qu'un générateur de valeurs RGB, entre guillemets, basé sur des primaires particulières. Et la difficulté dans tout ça, c'est de faire cohabiter tous ces espaces qui sont tous basés sur un lot de primaires différents. Alors, les choses sont plus simples dans la réalité parce qu'un grand nombre de primaires sont des primaires standards. Alors, ces primaires, on les retrouve sous des dénominations particulières. sRGB, par exemple. Adobe RGB. Ou d'autres choses, comme par exemple le Rec 709. Profoto. Ce sont des espaces. Ce sont des espaces qui sont définis par, entre autres, des primaires, c'est-à-dire les 3 composantes qui font l'ensemble, qui définissent l'ensemble des couleurs que contiennent ces espaces. Alors, ce sont des espaces RGB ou assimilés. Le Rec 709, c'est l'espace qui définit ce que contient un Blu-ray, ou tout ce qui est TVHD, etc. Ils sont constitués de ces primaires. Alors, quel est le lien avec ce qu'on a vu avant? C'est que, comme les espaces qu'on a vus avant sont les espaces physiques, on peut toujours représenter ces primaires dans ces espaces-là. Alors, la manière la plus conventionnelle de représenter les primaires, c'est toujours d'utiliser ce diagramme et de les représenter sous la forme de 3 points. Et ces primaires sont arrangées de telle sorte qu'elles couvrent le mieux possible en fonction des emplacements la surface de ce qui est faisable. Mais il faut bien voir que là, c'est une vue à plat, hein, mais les primaires, elles ne sont pas à la même altitude. Il faut bien voir que c'est un espace qui est comme ça, et les primaires ne sont pas aux mêmes altitudes. On a le point blanc qui est le mélange des 3 primaires qui est en haut, de cet ensemble qui est l'ensemble des couleurs que le périphérique peut générer. Vu de côté, si on prend l'espace comme ça, on a les 3 primaires qui peuvent être comme ça, le noir qui est une absence de couleur et le blanc qui est l'addition des 3. Alors, on se retrouve avec une espèce, on va dire, de pyramide inversée, enfin une double pyramide. Bon, je la dessine assez mal, mais en fait ce sont 2 pyramides l'une au-dessus de l'autre qui sont un peu déformées, et ça correspond à un volume de couleurs que le périphérique peut générer. Ça se situe ici pour un système à 3 primaires, ça se situe sous une pyramide avec le noir, le blanc et les 3 primaires. Ça donne l'espace. Alors cet espace, cet ensemble spatial qui constitue les couleurs qu'un périphérique peut représenter, c'est ce qu'on appelle le gamut. Alors l'œil lui-même a un gamut, c'est l'espace global. Le gamut de l'œil sont représentés par les espaces CIE en général. Et ces sous-espaces qui sont définis par des primaires, ce sont les gamuts représentant les possibilités colorimétriques d'un périphérique. Le problème, c'est que chaque périphérique a des primaires qui sont différentes. En toute rigueur, 2, par exemple, moniteurs d'une même marque ont des primaires différentes parce qu'ils sont réglés de manière différente. Il y a plein de facteurs qui font que ces primaires peuvent bouger plus ou moins autour, etc. Donc, si on veut une colorimétrie cohérente sur plusieurs appareils, on est obligé de les calibrer et de faire un système qui permet de passer de l'un à l'autre, c'est-à-dire de fournir par exemple une valeur RGB d'un écran et d'essayer de trouver quelles sont les valeurs RGB qu'il faudrait fournir à d'autres écrans pour avoir visuellement la même chose. Ça, c'est tout ce qui est aspect qu'on appelle color management ou gestion de la couleur, qui est toute la mécanique qui permettent de reproduire sur plusieurs supports la même couleur et de trouver quelles sont les valeurs qu'il faut envoyer à ces périphériques pour obtenir la même couleur. Et c'est tout un ensemble, c'est tout un art, et c'est quelque chose qui est relativement difficile à faire si on veut un degré d'exigence assez élevé. Néanmoins, le fait que l'on ait des espaces tous différents entre eux, qui sont tous inclus dans les espaces CIE, mais qui sont tous différents entre eux, pose vraiment des problèmes.
Il serait bien en fait que tous les périphériques adhèrent à tel ou tel type d'espace, mais à part les films qui respectent théoriquement ça, on suppose que ça fait, les écrans, eux, alors là, ils font ce qu'ils veulent. Certains écrans plutôt chers sont plutôt orientés vers des espaces colorimétriques relativement étendus, comme Adobe RGB, mais ils ne sont en général pas Adobe RGB. On donne une couverture de tant de pourcents d'Adobe RGB, mais ça ne garantit pas du tout que les primaires de l'écran, par exemple, soient les mêmes que les primaires d'Adobe RGB. Et d'un autre côté, les moniteurs bas de gamme sont quelquefois dits comme étant des écrans sRGB, mais alors ils ont à peu près autant de liens avec les sRGB qu'avec n'importe quoi d'autre. Ils ont peut-être une étendue analogue, mais alors les primaires en général des écrans n'ont absolument rien à voir avec les primaires sRGB en soi. Au bureau, j'ai un écran ESO un peu vieux, dont les primaires sont très proches du sRGB, mais c'est vraiment voulu. C'est un écran qui est fourni avec son colorimètre, etc. Mais écran pro veut pas dire écran qui suive une norme particulière. C'est souvent pas le cas, mais par contre, ils ont une étendue relativement grande. Le piège avec ces multiples espaces, c'est que si on ne fait pas attention, on peut prendre un espace et on peut directement mettre les valeurs dans l'autre. Et dans ce cas-là, toutes les couleurs sont fausses. Okay, c'est le risque de tous ces espaces plus ou moins divers et variés. Alors, les plus connus sont sRGB, qui est le plus ancien, c'est le premier qui a été vraiment normalisé. Hewlett-Packard et Microsoft ont fait ça il y a quand même un certain nombre d'années maintenant. Bien sûr, Apple, qui fait rien comme tout le monde, a créé son Adobe RGB, puis et son Apple RGB aussi. Enfin, Adobe et Apple ont créé celui-là à une époque. Apple a fait le sien. Enfin bon, il y a toute une jungle. Il y a à peu près une quinzaine d'espaces RGB différents. Leur point blanc est différent. Enfin, c'est difficile de les faire cohabiter parce que les conversions de l'un à l'autre ne sont pas aussi triviales qu'on pourrait le penser. Néanmoins, la différence qui nous intéresse principalement, c'est l'étendue. Un truc sRGB va être peut-être grand comme ça, l'Adobe RGB va être plutôt comme ça, et même pire, le ProPhoto peut être, alors là je vais peut-être le dire, il va être comme ça, il va carrément sortir. Comme c'est toujours des formes triangulaires, je ne vais pas expliciter pourquoi, mais bon, ce style d'espace RGB a une étendue triangulaire et linéaire entre les primaires. Si on veut couvrir quelque chose qui a une forme arrondie, on est obligé de faire un triangle qui déborde un peu partout. Donc il y a des parties du ProPhoto qui ne sont pas des couleurs réalisables. Mais bon, c'est pas bien grave parce que ce qui compte, c'est de couvrir le maximum de l'espace visible. Malheureusement, on est obligé de déborder pour pouvoir. Bon. Ça, c'est une particularité de ces espaces ultra étendus qui sont plutôt adaptés à tout ce qui est appareil photo numérique et à des précisions de définition de couleurs qui sont au-delà de ce qu'on a là-dedans. Mais ça, c'est une utilisation particulière avec certaines précautions. Donc, l'avantage de ces diagrammes de chromaticité, c'est de comparer les périphériques entre eux et au niveau de leur étendue. Mais il est hors de question de prendre une valeur, par exemple, issue d'un Blu-ray qui n'est en fait constitué que des primaires sRGB, avec d'autres subtilités derrière, et le met directement sur un vidéoprojecteur qui a une étendue style Adobe RGB. On va avoir une image ultra saturée et qui ne sera pas du tout naturelle. Donc c'est pas parce qu'on prend un périphérique qui a une grande étendue de couleurs qu'on va avoir un meilleur résultat. On aura probablement un résultat faux si on ne fait pas gaffe. Mais en général, ça ne sert à rien parce que de toute façon, les supports d'émission, comme le Blu-ray, de toute façon, sont relativement limités colorimétriquement parlant. C'est le problème d'ailleurs. Par contre, si on veut regarder des photos, des choses beaucoup plus maîtrisées à ce niveau-là, si on veut regarder ça sur un vidéoprojecteur ou sur un écran, là, avoir une grande étendue colorimétrique peut éviter des saturations et des troncatures de dynamique au niveau du résultat. Donc, voilà le lien qu'il y a entre les périphériques et tout le système de colorimétrie qui ne fait que décrire ces choses-là dans un ensemble plus vaste qui sont les espaces visibles. Et c'est une manière de voir quelles sont les limitations de tel ou tel périphérique et de voir que pour faire cohabiter plusieurs périphériques entre eux, on ne peut pas juste les brancher entre eux. On est obligé de convertir d'un espace RGB à un autre espace RGB. Sachant qu'en général,
Les périphériques ont leur propre espace RGB totalement personnel. Bouger les réglages d'un écran fait déjà changer l'espace RGB des couleurs qu'il est capable de reproduire. Et c'est ça le problème, c'est que c'est très difficilement maîtrisable. Si on veut vraiment maîtriser la colorimétrie de toute une chaîne, il faut bloquer les réglages, il faut être dans une situation parfaitement définie et avoir des systèmes pour calibrer le tout. Et c'est ce à quoi servent des périphériques comme l'i1 Pro, ColorMonkey, Spider, etc. Ça permet de mesurer les périphériques sur un certain nombre de couleurs de référence, de mesurer les valeurs LAB ou XYZ équivalentes et faire des tables de correspondance. Et avec ces tables de correspondance, on peut faire cohabiter plusieurs périphériques parce que le but dans ces systèmes de calibration, c'est de pouvoir convertir ces espaces par périphérique vers un espace commun pivot qui va être un espace CIE comme le LAB et XYZ qui eux ne dépendent de rien. Et la manière la plus conventionnelle de faire ça, c'est de créer des profils ICC. Un profil ICC, ce n'est rien d'autre qu'une correspondance entre des valeurs RGB, CMYK, YCRCB, ou qu'importe, vers un espace CIE qui est le XYZ ou le LAB. Ils ont certaines limitations, il y a beaucoup de subtilités et de pièges dans ces manipulations-là, mais conceptuellement, c'est ce à quoi ils servent. Donc, en résumé, la colorimétrie au niveau CIE physique permet de voir les caractéristiques de tous ces périphériques et de voir en quoi ils diffèrent. Et toute la boîte à outils qui gravitent autour, comme les profils ICC, comme ces appareils de mesure, les colorimètres, les spectros, etc., permettent de caractériser tout ça et de savoir où on en est et éventuellement de créer des techniques de passage de l'un vers l'autre, ce qui permet d'avoir une chaîne couleur qui soit uniforme. Alors quand il s'agit d'un lecteur Blu-ray ou d'un lecteur sur un ordinateur qui va afficher un film sur un vidéoprojecteur, on peut configurer son PC et assigner les bons profils qui permettent d'avoir des images qui sont calibrées lorsqu'on reproduit des films ou des photos. C'est plus difficile quand on branche un lecteur de salon sur un vidéoprojecteur. Ils sont théoriquement faits pour cohabiter, mais alors là, la garantie est très faible. Et on ne peut pas, de toute façon, corriger un vidéoprojecteur ou quelque chose comme ça de manière colorimétrique en jouant sur les tables de rouge, vert, bleu ou les choses comme ça. Il faut oublier ça, ce sont des réglages qui sont totalement inutiles et absolument en dehors de tout ce qu'on peut faire si on veut faire une calibration correcte. On peut éventuellement régler un peu le gamma, qui est en fait une manière de linéariser l'aspect visuel de la luminosité. L'œil n'est pas linéaire au niveau perception de la luminosité, et donc les gammas permettent de donner une impression de linéarité en rendant la luminosité non linéaire. C'est le but du gamma en soi. Mais ça, bon, c'est pas lié au RGB ou quoi que ce soit, c'est vraiment lié à une linéarisation de la perception de la luminosité. Ces notions de gamma existent dans les profils, dans les espaces RGB, mais il existe par exemple aussi dans le LAB. Le LAB, le L est en puissance 1 tiers. C'est une forme de linéarisation de la perception de la luminosité. On retrouve ces aspects linéarisation, on le retrouve à beaucoup de situations colorimétriques. Et quoi qu'il en soit, voilà à peu près, mais alors très survolé, l'aspect colorimétrie dans le home cinéma ou dans les écrans en général. Bon, les règles sont analogues quand il s'agit d'impression, d'un appareil photo, de scanner, autre chose comme ça. Chaque monde a ses spécificités, mais c'est un domaine d'une très grande étendue. La colorimétrie est un domaine très vaste, avec énormément de pièges, énormément de subtilités et énormément de choses à savoir dès que l'on veut aller de plus en plus dans la précision, dans la justesse. Beaucoup de paramètres viennent jouer et viennent influencer le tout. Là, j'ai juste égratigné la surface du truc, sachant que beaucoup de choses peuvent interférer et rendre les choses extrêmement compliquées, comme des problèmes de points blancs qui ne collent pas entre, par exemple, un écran et un espace RGB. Les écrans, quand ils sont mis à blanc, correspondent à un point blanc de l'écran, mais ce n'est pas du tout forcément le point blanc qui a servi pour faire le diagramme de chromaticité, qui lui a son point blanc propre, qui est issu des calculs des espaces CIE. En général, c'est D52 degrés. Les profils ICC travaillent en D52 degrés. Mais le blanc de l'écran, ce n'est pas un blanc D50, c'est autre chose.
Alors, on doit faire des passages. Alors, il existe des techniques comme les adaptations chromatiques, des choses comme ça qui sont des bidouilles approximatives, mais qui permettent de faire cohabiter des mondes qui sont plus ou moins pas cohérents entre eux, mais bon, c'est faire entrer au chausse-pied des trucs pour obtenir quelque chose de raisonnable. Mais dès qu'on veut vraiment de la justesse absolue, on ne peut plus travailler avec des espaces dépendants de périphériques. On est obligé de travailler quasiment exclusivement avec des espaces LAB ou mieux travailler avec des spectres. Mais bon, ça, on rentre dans un autre domaine, dans un autre monde de la colorimétrie physique. Si on en reste simplement à tout ce qui est écran, vidéoprojecteur, etc., disons que le fait de savoir où sont les primaires, l'étendue des couleurs qui sont possibles par le périphérique, permet déjà d'avoir une idée de la qualité du système et de son potentiel. Il faut de toute façon le régler, ajouter éventuellement des profils pour corriger de telle sorte qu'il y ait une cohérence des couleurs. Et il y a d'autres tests qu'on voit dans les bancs d'essai qui sont par exemple la qualité de l'axe de gris, si le gris reste bien gris lorsqu'on augmente la luminosité. Il y a pas mal de choses comme ça sur la cohérence générale de la couleur au sein de l'espace. Donc ça, ce sont des choses plutôt faciles à comprendre lorsqu'on regarde les mesures, mais c'est toujours lié au fait que le périphérique a des caractéristiques colorimétriques potentielles, mais il a aussi des problèmes de non-linéarité, des problèmes d'imprécision au niveau de son fonctionnement dynamique. Le fait de, quand on baisse la luminosité, il peut devenir verdâtre. Donc, il a à la fois, quelquefois, besoin d'une correction statique, c'est-à-dire corriger le périphérique pour qu'il ait un axe des gris de bonne qualité, que le blanc soit orienté correctement, etc. Mais il faut aussi rajouter des corrections si on veut que ce périphérique-là puisse cohabiter avec une source de valeur RGB qui est dans un autre espace, qui est défini d'une autre manière. Et ça, c'est tout le monde du color management en général, de la gestion de la couleur. Et ça peut être extrêmement compliqué, même si les principes sont relativement simples. Donc voilà en gros, disons, survoler très rapidement le monde du color management adapté à, on va dire, vidéoprojecteur, etc. J'espère que bon, ce sera un petit peu plus clair dans les esprits, mais bon, là je ne peux pas vraiment en dire plus, sinon je risque de m'étendre pendant des heures et des heures, ne serait-ce que sur un détail. C'est un monde extrêmement vaste, comme je l'ai déjà dit, et on a vite fait de se perdre en explications si on veut vraiment expliquer le truc, la base des choses. Et voilà. Donc voici les quelques bases de colorimétrie pour débuter sur le sujet.